d'organisation que nous accolons à la démocratie. Oui. On peut avoir une approche d'endogénéisation du modèle politique universel qui respecte nos valeurs. Les Japonais l'ont fait. Les Marocains ont gardé la structure de la monarchie en la modernisant. Mais nous, notre élite, elle ne fait que copier, coller. Elle est peu attentive. Oui. Elle va à la FNAC, on prend un livre, on regarde en France tel débat, on vient à la télé, on commence à en parler. On dit oui, voilà comment on s'appelle. Les juristes, c'est désolant. C'est une faillite de l'élite. Le problème, ce n'est pas les institutions, c'est l'élite qui n'a pas été... Ils sont sortis des plus grandes écoles, ils sont intelligents. Mais c'est là où peut-être j'ajoute un dernier élément, c'est la double nationalité. Elle renvoie à cette sorte de... Je ne dis pas que c'est une duplicité. Que les Sénégalais puissent l'avoir, parce que dans leur logique propre et dans les difficultés de la vie, ils ont été amenés dans des circonstances à prendre cette d'autres nationalités pour pouvoir s'épanouir. Mais quand c'est au niveau des hautes autorités, c'est un élément que le Premier ministre a révélé aussi sur sa double nationalité. J'étais le premier à le dénoncer pour d'anciens ministres qu'on a fait bouger un peu. Pour moi, je ne dis pas que les Sénégalais n'ont pas le droit d'avoir la double nationalité. Mais quand on est dans le système de démocratie représentative, quand on a un niveau de responsabilité, qu'on est un symbole, qu'on doit donner l'exemple, parce que vous êtes un modèle pour les jeunes. Vous ne devez pas, vous devez l'éviter. Si on vous appelle en responsabilité, que vous ayez 2 nationalités, 3, vous devez renoncer publiquement aux 12 autres nationalités. Pourquoi je le dis? Et d'autant plus qu'une des nationalités, c'est celle de l'occupant, du colonialiste qui nous a dominés, en disant qu'il venait nous civiliser, qui a écrasé nos modèles. Nous chantons Nyani Bagna. Nous disons non, on est la tyran. C'est le chant de la jeunesse. Oui. Le colonial, même si on a des rapports conviviaux aujourd'hui, des relations conviviales avec la France, on ne peut pas oublier. La mémoire reste sur l'histoire coloniale. On a été humilié dans cette partie de notre histoire. On a tué des héros de notre pays. Les dirigeants actuels doivent se garder de porter comme un étendard la nationalité du colonialiste, du colonisateur, ailleurs de l'occupant. Imaginez-vous en France, une haute autorité en France, venir s'afficher avec la nationalité de l'ancien occupant allemand. C'est des règles non écrites dans ces pays, qui ne se font pas. Et cette question-là, à défaut de laisser cette question à la responsabilité des élites, je pense dans le corpus des réformes institutionnelles qui vont venir, il serait important qu'on ait désormais une norme claire, pas seulement pour le président de la République, mais tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir à ce niveau de responsabilité de l'État, qu'ils ne puissent pas avoir une double nationalité. Et surtout la nationalité de l'ancien occupant. D'accord. Si je reviens à la question des biens mal acquis, la traque des biens mal acquis, comment appréciez-vous ce discours qui dit « pourquoi nous et pas les autres » Qu'est-ce que cela dénote à votre avis? C'est manque d'ambition de l'élite. C'est-à-dire que vous êtes pris en faute dans un comportement qui n'est pas... Vous détournez les biens collectifs dont la réalité a appelé la contribution de chaque Sénégalais, jusqu'à la lavandière, qui n'a pas de grands moyens. Quand tu rentres dans une boutique pour acheter un produit, paye la TVA. C'est cet argent-là, plus ce qu'on prend directement chez vous, le caméraman qui aimerait avoir une villa aux Almadies, qui n'arrive pas à trouver un logement décent à Dakar, même le loyer à Dakar. On prend l'argent de tous ces gens-là, c'est avec ça qu'on s'amuse. Et ce qu'on donne, ce que nous donnent quelques pays amis, sous forme de dons ou de prêts qu'on va rembourser, que d'autres générations vont rembourser. Vous prenez cet argent, vous vous amusez avec ça. On vous applique la loi, vous dites, bon, il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres. Donc il faut égaliser les poursuites. C'est un discours irresponsable. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait des regrets. Le courage dont je parlais pour Abdoul Mbaye, qui est venu, oui, je l'ai fait. Voilà dans quelles circonstances je l'ai fait. Il s'est expliqué. Mais ceux qui le font aujourd'hui, ils vous disent, en Wolof on dit, Doumanrek, Banchibok, Mogan. Dire que, bon, ils veulent égaliser par l'impunité. Bon, je dis souvent à des amis, les voleurs qui sont au commissariat, ils n'étaient pas les seuls voleurs d'hier soir. C'est ce qu'on a pris. Donc il n'y a pas d'égalité. Ceux qui ont échappé aux mailles du filet, on ne peut pas demander, on ne va pas arrêter les autres parce que ceux qui ont volé dans tous les quartiers de Dakar, on ne les a pas arrêtés. Vous voyez que c'est un argument infantile. Hein? Oui. On vous met en position, on vous donne une Mercedes, une 4x4,
on vous donne un salaire, on paye votre salaire, on paye vos domestiques. Vous voyagez, on vous demande de travailler pour les Sénégalais. Vous détournez les moyens des Sénégalais. Oui. Et vous osez venir vous présenter pour dire oui, il ne faut pas m'arrêter seul, ce n'est pas équitable, les droits. Mais l'argent que vous avez détourné. Mais tout de même, cette égalisation est une logique qui s'impose. On est en démocratie quand même, non? Mais est-ce que ça se pose dans les mêmes termes que dans l'émission plurielle que votre télévision organise? On dit on va inviter 2, 3, mais c'est au fur et à mesure que les dossiers arrivent dans les rôles des tribunaux. Oui. Mais on ne peut pas dire on a arrêté un PDS hier, on prend un APR demain. D'accord. Si dans les commissions des délits, ce n'est pas ce rythme qu'on a suivi. Oui. C'est ce qui gérait dans les 12 ans. Il ne peut pas y avoir d'égalité parce qu'il vient d'arriver. Ils ont pris la loi sur l'OFNAC, l'Office national contre la fraude et anticorruption. Il s'applique à eux. Mais à tout le monde, à eux et à tout le monde. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'une loi comme ça est prise. Ça fait 20 ans que nous courons derrière une loi comme ça, qu'on vient de la prendre. Nous connaissons. Vous satisfait, vous, en tant qu'acteur de la société civile? Mais c'est clair, parce que jusqu'ici, les biens mal acquis traquent la grande délinquance, la grande corruption. Elle ne gère pas la petite corruption. Le policier du coin qui arrête les carapites, les taximans, l'agent de la mairie sur l'état civil. Je peux donner beaucoup d'exemples. D'accord. Donc, aujourd'hui, les ministres de Macky, les moyens d'investigation de l'OFNAC, on ne les a jamais eus. Ils peuvent lever le secret bancaire, ils peuvent s'autosaisir de tout, lever le secret bancaire, avoir des écoutes téléphoniques, utiliser des écoutes téléphoniques. Ils ont les plus larges moyens d'investigation. Et on devrait parler de l'avenir et de cette loi. D'accord. Ça, c'est pour l'avenir. Voler dans ce pays-là, c'est très risqué. C'est-à-dire que l'effet, l'hémorragie que crée le vol impuni, je donne Sherpa qui dit que c'est 4 fois l'argent tiré de la corruption gardé dans les banques occidentales, c'est 30 fois le volume global de l'aide publique au développement dans le monde. Vous voyez que c'est des enjeux de développement. Donc cet argent, s'il n'est pas volé, de façon globale, hein? De façon globale. Et je dis que ça retourne aux populations. Pour moi, c'est ça le débat d'avenir. Il faut faire en sorte. Le ministre de la Justice dit qu'au Sénégal, ça fait plus que le budget. Non, c'est une estimation probablement qu'elle donne. Oui. Elle a un niveau d'information que je n'ai pas. Ceux qui en parlent n'ont pas. On a de temps en temps quelques bribes d'informations. Mais moi, je peux parler d'études scientifiques qui ont été conduites, qui évaluent des choses. D'accord. Mais dans le cadre de l'enquête, je n'ai pas accès à ce niveau d'information. Très bien. Et je laisse l'enquête se poursuivre. Dans son discours de demain, certainement, le président Macky Sall, on le voit mal revenir sur cette volonté politique de traquer les biens mal acquis. Il va certainement la confirmer, cette volonté. Alors, l'aspect sur lequel je vais peut-être vous interpeller est relatif à son programme, le Yoonu Yokkute, sa concrétisation. Quelles sont vos attentes sous ce rapport-là? C'est l'accélération des réformes politiques et institutionnelles, faire en sorte que ces réformes sortent du mimétisme culturel, politique et institutionnel, dominant chez l'élite. Ça veut dire que tout se voit en France. Maintenant, il y a une haute autorité sur l'égalité, on plaque au Sénégal. J'ai horreur de cette démarche. Parce qu'elle met entre parenthèses l'intelligentsia sénégalaise. Je suis sûr qu'en interrogeant nos experts au niveau local, nous pouvons trouver des réponses à nos attentes. Donc, il va falloir privilégier dans cette démarche, accélérer les réformes. Je donne l'exemple du Conseil constitutionnel. Vous vous rappelez notre dernière émission ici? Oui, oui, il y a un an. On l'a décrié pendant combien de temps? Aujourd'hui, on semble l'oublier. À l'époque, c'était un enjeu majeur, incontournable. Mais aujourd'hui, on a la même attitude d'irresponsabilité. Ça a failli imploser ce pays. Nous sommes revenus à la normale. Qui en parle aujourd'hui? Il y a des propositions dans le programme de Macky. Est-ce qu'il y a des réformes qui peuvent ne pas attendre les grandes réformes sur l'État? Parce qu'on va aller vers leur utilisation dans les prochains mois. 2014, c'est les élections locales. Le même Conseil constitutionnel sera sollicité, ressollicité. Est-ce qu'il faut attendre ce moment-là pour découvrir qu'il était mal conçu, qu'il nous avait valu des cris? Non. La responsabilité commande qu'on traite rapidement, qu'on ait un agenda sur ces questions. Donc, éviter le mimétisme. Penser nos problèmes en fonction de notre contexte et de nos besoins. On peut s'inspirer des principes universels, des systèmes qui portent le système démocratique, mais nous devons nous-mêmes produire et coproduire. Et c'est là où il faut éviter la verticalité.
qu'il y ait le président qui dise voilà comment je vois les choses, lui-même dit qu'il ne le fera pas. Que les assises aussi, ils feront l'objet de propositions qui sont soumises à discussion au pays, parce que tous les Sénégalais n'étaient pas dans les assises. Et tous les Sénégalais ont les mêmes droits du point de vue de la Constitution. Mais aussi parce que ces assises-là n'ont pas une valeur normative. Pas du tout. Oui. Et des fois, quand on entend les gens en parler, parce qu'il y a une Constitution, c'est celle de 2001, qui avait été proposée par Abdoulaye Wade. Macky Sall a été intronisé, a été installé pour gérer le Sénégal sur la base de ses règles constitutionnelles. Exact. Mais des fois, on lui oppose. Les assises n'avaient pas dit ça. Mais tant que cette Constitution sera en vigueur, le serment de Macky Sall, c'est de respecter cette Constitution. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut accélérer le temps des réformes. Ça, on peut l'exiger, mais on ne peut pas... les assises n'ont pas cette valeur. C'est ça. Des fois, ceux qui disent, oui, on n'a pas dit ça, mais ils le disent. Ils vous disent, mais la taille du gouvernement, les assises avaient dit, bon, ça n'a aucune valeur normative. C'est des propositions qui sont intéressantes, intelligentes, coproduites, mais il faut respecter aussi la manière de conduire les affaires publiques. Il faut soumettre ça à validation au peuple sénégalais par un référendum. Accélérer donc les réformes, c'est utile, parce que celles-ci sont à la base de et les bonnes réformes. N'est-ce pas, les bonnes réformes. Mais il y a aussi le social, le vécu quotidien des Sénégalais. Ici, on attend de voir, effectivement. Ce qui va se passer. Bon, il faut dissocier le discours ambiant dans les espaces interactifs, dans les radios, où c'est des professionnels qui distillent ça. Moi, je crois que le débat sur le social a à voir avec le redémarrage de l'économie, et qui s'est fait dans un contexte très difficile. Sous Wade, nous avions l'habitude de rappeler, quand même, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais le contexte mondial n'était pas favorable. Crise céréalière, crise énergétique avec le coût du pétrole, les crises financières successives qui avaient un impact même sur l'aide publique, le volume de l'aide publique au développement, l'investissement, les stratégies d'attrait de l'investissement direct étranger, les transferts des immigrés. Ces questions restent encore malgré le départ de Wade, structurellement. Bon, s'y ajoute les mannes pour la corruption, les vannes sont fermées. Bon, il y a beaucoup d'intermédiaires qui vivaient de ces argents, de ce type d'argent. Cet argent ne circule pas dans les circuits parallèles. Ces gens, ils sont dans le circuit des émissions interactives, ils parlent beaucoup. L'intermédiation au niveau des marabouts. La structure de gouvernance des confréries a connu beaucoup de modifications, du fondateur en passant par les fils et les petits-fils aujourd'hui. La base du pouvoir s'est élargie en termes d'acteurs. Leur niveau d'intégration par l'État a un coût plus élevé qu'avant, politiquement, économiquement, socialement. Et les demandes sont fortes. On ne peut plus le régler par les méthodes de Senghor quand il avait le soutien de Serigne Babacar Sy et de Serigne Fallou Mbacké. Il va falloir rationaliser ce lien avec le monde religieux. Passer d'une force électorale à une force de développement, à un terme de responsabilisation. Il faut inscrire l'argent qui va vers les confréries dans le budget comme le font la presse. Il faut en discuter sur quels critères, mettre un groupe de travail. Et qui fait que la redistribution au sein de la communauté confrérique est assumée par l'autorité confrérique. Ça conforte même le calife dans ses pouvoirs. Et ça donne plus d'éléments de régulation du lien entre l'État et les confréries. Et ça libère l'État d'une énorme pression de ce type. Si le discours sur le social vient de ces groupes qui avaient des passe-droits ou quelques facilités, les passeports diplomatiques, la revente des passeports diplomatiques, si c'est ça le débat, ce n'est pas représentatif de la grande majorité des Sénégalais. C'est autour de grands projets, ce n'est pas dans la redistribution sociale, ce n'est même pas dans les bourses familiales. Ce sera une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est réforme institutionnelle accélérée, relance rapide de l'économie. Mais dans un contexte où il faut être conscient que ce n'est pas très favorable. Mais une partie du combat sur l'impunité, c'est une manière d'arrêter aussi que c'est l'argent qui doit servir les populations aille dans les poches de quelques ministres. Vous voulez dire qu'il a, ce régime, l'excuse d'un héritage assez lourd, non, même pas l'héritage. Avant l'héritage, Wade avait la même situation. Maintenant, il y a le déficit qui s'y est ajouté avec Wade. Le déficit budgétaire qui est énorme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bon, aujourd'hui, on veut instrumentaliser l'appartenance confrérique de quelqu'un qui est élu par le peuple, qui a été élu de manière indifférenciée.
il n'y a même pas eu un mot d'ordre de sa confrérie, que ce soit Abdou Diouf hier ou Macky aujourd'hui. Et l'argent qui constitue la manne avec laquelle il va travailler pour satisfaire les Sénégalais, mais tout le monde y cotise. Mais les gens qui ne croient pas à notre Dieu, les païens qui cotisent dans leur... Donc, cet argent, on ne peut pas revendiquer logiquement et raisonnablement qu'on le donne à une structure parce que moi, président de la République, j'appartiens à cette structure. Oui. Ce n'est ni dans le texte du Coran, ce n'est ni dans les hadiths du prophète. D'accord. On ne l'a jamais vu ailleurs. Oui. Donc c'est de l'argent public qui appartient à toute une communauté. Chacun doit recevoir. Moi je dis qu'on devrait inscrire chaque année dans le budget de l'État un montant global qu'il faut affecter. On connaît le niveau de représentation des communautés confrériques depuis le dernier recensement. On peut mettre un groupe de travail qui va élaborer ces critères. Mais il ne s'agira plus, parce que je suis dans telle confrérie, de donner l'argent des autres. Dieu ne l'a jamais recommandé nulle part. Exact. Alors, assainissement, rationalisation, transparence, ce sont des mots qui reviennent souvent dans le discours du nouveau régime. Vous qui êtes très regardant sur ces choses-là, est-ce que vous pensez qu'on avance dans ces domaines? Je rappelle qu'il y a cet audit de la fonction publique qui, le ministre disait tantôt qu'il y a une traque des biens mal acquis, mais il y a parallèlement une traque des salaires indus. Ça vous renseigne sur le niveau de corruption. On a parlé jusqu'ici de la corruption de l'élite, des élites. Oui. Mais il y a une corruption de notre société, je l'aborde un peu d'une certaine manière. Oui. Si on veut relancer le Sénégal, le mettre sur la rampe du développement, nous devons nous adresser ce défi de la corruption de notre société. Les Sénégalais ne crachent pas sur l'argent tiré de la corruption. Vous voyez qu'un voyou gagnant dans un secteur est bien reçu chez les marabouts, est bien reçu dans les clubs sportifs, dans les cérémonies familiales, dans la direction des ASC. On va même chercher la personne qui a le plus volé dans sa structure pour diriger l'ASC du quartier. Parce qu'il peut acheter de belles choses. Mais donc, finalement, l'argent, c'est l'argent. On a un problème de lien avec nos valeurs traditionnelles. Ouais. Donc, c'est un défi et les réponses qu'OFNAC va aider énormément à prendre en charge ce défi. Par la sensibilisation, la répression, les conseils de l'État sur des politiques, l'introduction de programmes dans les canevas de l'instruction civique au niveau scolaire, l'utilisation de la religion. Il faut réhabiliter le lien entre la religion et l'intégrité. Donc c'est des questions comme ça. Donc si on reprend votre question, pour l'avenir, l'OFNAC est une excellente mesure pour l'avenir. C'est mieux que la commission de lutte contre la corruption. C'est mieux que les réponses de Diouf pendant la modernisation de la vie publique. Mais on l'attend à la tâche. Oui. On vient de voter le code de transparence sur les finances publiques. C'est une transposition d'une directive de l'UOMO. Entamée sous Watt. Ça aussi, on le doit à Watt. Oui. Parce que nous y avons travaillé, on a été cooptés dans le groupe. Oui. Il vient d'être voté, le code. Les citoyens, tous les citoyens, pourront désormais accéder librement à l'information financière et budgétaire. Le contrôle citoyen pourra être plus effectif, plus efficace dans ce contexte. Les chercheurs pourront avoir plus de données, les journalistes pour mener leurs débats. Donc on entre dans une nouvelle ère d'ouverture de notre société et de transparence. Donc ça, c'est en 2 lois. Comment en 2 lois? On peut aligner 100 lois. En 2 lois, on peut faire progresser des changements significatifs dans une société. Ça, c'est des mesures qui sont importantes pour nous. D'accord. Du point de vue de la transparence. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Mbodj. Vous êtes le coordonnateur du Forum civil. Mesdames, Messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette émission Point de vue. Alors, bonne fin d'après-midi ou bon dimanche après-midi et bonne année. On se retrouve justement l'année prochaine.